Bonjour, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et quelque chose me dit que tu as déjà entendu parler de NordVPN. Pourtant, je vais encore t'en parler. Et oui, parce que quelque part, sans NordVPN, la vie serait plus amère. Alors NordVPN, c'est un service, une application qui permet à la connexion internet de ton ordinateur ou ton téléphone portable d'avoir un accès réseau totalement privé et sécurisé. C'est super performant pour se protéger des hackers ou des virus qui voudraient s'infiltrer dans ton système. Donc, si vous voulez protéger vos données quand vous vous connectez à un réseau Wi-Fi gratuit à l'extérieur par exemple, eh bien NordVPN, c'est l'outil le plus efficace. Autre chose intéressante avec NordVPN, c'est que tu peux contourner la géolocalisation et regarder des contenus exclusivement réservés à d'autres pays. Tu peux par exemple accéder au catalogue du Netflix américain qui est parfois très différent et plus riche que le catalogue du Netflix français. Et avec le code promo FilmTalker, vous avez le droit à 70% de réduction et un mois supplémentaire gratuit. En bref, ça vous coûtera 3,11 € par mois. Vous pouvez aussi bénéficier de la garantie de remboursement de 30 jours et vous avez la possibilité d'utiliser l'application simultanément sur 6 appareils. Vous trouverez toutes les infos et les liens utiles dans la description de la vidéo pour bénéficier de cette offre. Et maintenant, le top, Christopher Nolan. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Donc juste pour vous prévenir, moi j'aime tous les films de Christopher Nolan, à des degrés différents évidemment, mais je considère qu'il n'a pas fait un seul mauvais film, il n'a pas fait un seul navet, ce réalisateur, voilà. On peut lui reprocher certaines maladresses, certains défauts, tout ce que vous voulez, mais pour moi il n'a pas fait un seul mauvais film, et donc c'est pour ça que je vais structurer mon classement à travers 3 catégories, c'est-à-dire on va démarrer par ceux que j'aime le moins jusqu'à ceux que j'aime le plus, voilà. Et donc, première catégorie, ça sera les bons films. Deuxième, les excellents films. Et on terminera par la troisième catégorie, les chefs-d'œuvre. Donc, sans plus attendre, numéro 10, Following. C'est celui que j'aime le moins, c'est celui que je mets en dernier dans le classement. C'est le tout premier film de Christopher Nolan, un polar en noir et blanc réalisé en 1998 avec un tout petit budget, environ 6 000 $. Voilà, ça dure à peine 1h10. Et franchement, pour un film aussi fauché, le résultat est très correct, surtout en termes de scénario. Et alors, de quoi ça parle? Eh bien, ça raconte l'histoire d'un jeune écrivain qui essaye de stimuler son imagination en suivant des inconnus dans les rues de Londres, d'où le titre du film, Following, jusqu'au jour où lui-même se fait suivre par un cambrioleur qui va l'engrainer avec lui dans la criminalité pour entrer par effraction chez des inconnus, dans des appartements. Et comme dans tout bon film de Christopher Nolan, le héros va se faire manipuler, il va être pris au piège par une machination. Alors je mets ce film en dernier de mon classement parce que, même si oui, le scénario est intéressant, ça reste visuellement le moins maîtrisé du réalisateur. Bon, en même temps, avec un budget de 6 000 $, tu peux pas faire des miracles, c'est clair. Voilà, hein, c'est filmé caméra à l'épaule, sans véritable fulgurance dans la mise en scène. Il n'y a pas véritablement de moments mémorables, si ce n'est la structure du scénario. Voilà, c'est vraiment ça où est l'intérêt, puisque on voit déjà dans ce premier film le style du réalisateur, ce qui va construire son cinéma, comme la narration non chronologique, la structure du scénario établie comme un puzzle, et un héros pris au piège dans une manipulation psychologique. Bref, Following, c'est un film très intéressant à découvrir quand on est un fan de Nolan, évidemment, mais vu le faible budget, ne vous attendez pas à découvrir quelque chose de très marquant, comme pouvait l'être par exemple le premier film de Steven Spielberg avec Duel. Alors on remarquera que le personnage du cambrioleur porte exactement le même nom que le personnage de DiCaprio dans Inception, c'est-à-dire Cobb. Et alors un autre petit détail amusant, celui-là un petit peu plus mystique et hasardeux, eh bien c'est qu'à un moment donné du film, on voit le symbole Batman sur la porte d'un appartement, comme un signe prémonitoire finalement sur le destin du réalisateur. Numéro 9, Insomnia, qui est en réalité un remake d'un film norvégien du même nom, sorti en 1997. Insomnia, c'est un film policier très efficace, de bonne facture, mais sans véritable originalité dans la mise en scène, je trouve. En tout cas, pas au point d'imposer Nolan comme un grand réalisateur, mis à part une scène de course-poursuite dans la brume qui apporte une vision assez originale pour créer du suspense, il n'y a pas forcément de fulgurance cinématographique. Ce qu'il y a d'original, c'est l'environnement dans lequel se déroule l'histoire, c'est-à-dire en Alaska, à une époque de l'année où il fait jour tout le temps, où le soleil ne se couche jamais. Et ça, cet élément, Nolan va très bien l'exploiter pour épuiser
son personnage dans son enquête, et aussi surtout pour renforcer le sentiment de culpabilité du policier avec cette lumière permanente qui agit comme un projecteur sur lui, une lumière qui rend le personnage toujours exposé à ses démons. Et bien sûr, le film est servi par un casting de rêve avec Al Pacino et Robin Williams absolument méconnaissables, donc Insomnia, un thriller psychologique très efficace. Numéro 8, Memento, Oscar du meilleur scénario en 2000. Alors là, les fans de Nolan vont sûrement me détester pour avoir osé mettre Memento aussi bas dans le classement, parce que je sais très bien que ce film est considéré comme un chef-d'œuvre, comme l'un des meilleurs films de Nolan, si ce n'est le meilleur, mais pas pour moi, que voulez-vous, même si oui, on retrouve tout ce qui me plaît chez le réalisateur, c'est-à-dire une narration déstructurée, une intrigue labyrinthique, la thématique du temps, la mémoire, etc. Eh bien, je trouve que le film ne dépasse jamais vraiment son concept. Ça reste un jeu de piste ludique, très intéressant, mais je ne suis pas ému, je ne suis pas investi émotionnellement par le parcours des personnages. On est dans un film noir, complexe, ingénieusement élaboré, oui, mais je trouve que les personnages sont pas assez développés à mon goût. Du coup, quand on en arrive enfin au dénouement en mettant toutes les pièces du puzzle ensemble, eh ben, je suis pas plus bouleversé que ça par la révélation. Donc oui, le film vaut surtout pour sa structure narrative en flashback extrêmement bien élaborée, mais pour moi, il manque ce petit quelque chose en plus qui est l'émotion. Numéro 7, The Dark Knight Rises. Alors oui, c'est sûrement le moins bon de la trilogie The Dark Knight. Oui, le scénario est un peu alambiqué, ça part un peu dans tous les sens, mais franchement, quel spectacle, quelle émotion. Voilà, vous pouvez critiquer toutes les incohérences que vous voulez, comme le fait de ne pas savoir comment Bruce Wayne arrive à re-rentrer dans Gotham. Franchement, quoi, qu'est-ce qu'on s'en fout? Le mec, c'est Batman, quoi. Il a de la ressource, il est capable de piloter des avions drones au milieu des buildings dans Gotham. Je pense qu'il sera tout à fait capable de pénétrer dans une ville emprisonnée, voilà. Même dans The Dark Knight, il y avait des petites facilités, comme par exemple le bus scolaire qui sort de la banque pile poil au moment où tous les autres bus scolaires passaient dans la rue, voilà, bon, on est dans un film de super-héros, quoi, ça c'est vraiment du détail. Ce qu'il y a de plus important, c'est surtout l'arc narratif du personnage, son parcours, ses conflits intérieurs, les retournements de situation, le charisme du méchant, de l'antagoniste, l'émotion, la musique galvanisante, et là-dessus, je trouve que The Dark Knight Rises remplit haut la main toutes ses fonctions pour nous offrir une fin épique, qui clôture l'arc narratif de Bruce Wayne de manière très satisfaisante. Voilà, on en arrive maintenant à la catégorie des excellents films, avec le numéro 6, Batman Begins. Et oui, comme souvent, les origin story de films de super-héros, c'est la partie la plus intéressante. Et dans Batman Begins, eh bien, cette partie-là est très réussie. La première heure du film, c'est clairement le moment le plus captivant de l'histoire. Voilà, d'où vient Bruce Wayne, comment il s'est construit, pourquoi il a choisi d'apparaître comme une chauve-souris. Tout le traitement psychologique du personnage est développé de façon magistrale, sans oublier toute la dimension épique qui est renforcée par une mise en scène qui rend chaque action crédible. Vouloir inscrire la mythologie de Batman dans un univers très réaliste, avec des justifications rationnelles pour toutes les fantaisies qui composent l'univers du super-héros, c'était un parti pris osé, et pourtant Nolan y est arrivé haut la main, on y croit, on a l'impression que Batman peut exister dans notre monde, et franchement, après la blague internationale de Batman et Robin sortie en 97, Christopher Nolan réussit à ressusciter une franchise qui était totalement morte et souillée pour réhabiliter définitivement le Chevalier Noir. Juste bravo. On continue dans les excellents films avec le numéro 5, Dunkerque. Voilà, alors ça, j'avais jamais vu un film de guerre comme celui-là, exploité de cette façon. Vivre la guerre à travers 3 points de vue différents, se déroulant simultanément sur 3 temporalités différentes, c'était tout simplement du jamais vu, et c'était une expérience inoubliable. Alors on pourrait résumer Dunkerque à son high concept et dire que ce n'est que ça, mais moi je ne trouve pas du tout. Au contraire, je trouve que toute cette narration alternée sur plusieurs timelines est toujours au service de l'émotion, ne fait que renforcer ce sentiment d'urgence que peut représenter la guerre, renforce aussi la thématique du temps qui nous montre que la guerre, c'est une course contre la montre sur tous les fronts, que la victoire, que la réussite dépend de tout le monde, que chaque soldat, qu'il soit sur terre, sur mer, dans les airs,
est un rouage d'une même machine. Et puis au-delà du scénario, il y a aussi toutes ces images à couper le souffle, parce que tout est filmé en vrai, en réel, c'est tangible, on y croit, du coup l'immersion est totale. Les plans qui sont tournés en IMAX, ça donne une ampleur incroyable, tout en étant réaliste. Et puis, il y a cette convergence des trois temporalités qui accélère de plus en plus le rythme pour construire une sorte de course contre la montre jusqu'au dénouement final qui te fait terminer la séance à bout de souffle. En fait, avec Dunkerque, c'est comme si Nolan avait essayé de reproduire quelque part le climax du Bon, la Brute et le Truand, mais en étirant le temps pour maintenir un suspense viscéral et constant sur 1h30 de film. Quatrième film, Interstellar. Quand l'un de mes réalisateurs préférés s'inspire de l'un de mes 5 films préférés de tous les temps, à savoir 2001 l'Odyssée de l'espace, comment ne pas être totalement conquis par cette odyssée spatiale façon Christopher Nolan? Pas de fond vert, un minimum de CGI, des vaisseaux construits en vrai, une approche réaliste de la science-fiction façon Kubrick, une exploitation de concepts scientifiques ultra complexes pour les rendre divertissants aux yeux du grand public, sans oublier à chaque fois le cœur émotionnel du film qui est cette relation père-fille déchirante. Matthew McConaughey, bouleversant d'humanité, livre ici l'une de ses meilleures performances. La musique de Hans Zimmer est totalement envoûtante. Pourtant, Hans Zimmer, c'est vraiment pas mon compositeur préféré, mais quand il travaille avec Christopher Nolan, je trouve qu'il fait toujours une musique un peu plus subtile, un petit peu plus élaborée ou un peu plus originale que ce qu'il fait d'habitude. Bref, Interstellar, c'est un voyage épique, unique, émouvant, aux effets spéciaux invisibles et avec une réflexion sur le temps qui donne le vertige. Juste excellent. Et voilà, on rentre maintenant dans la catégorie des chefs-d'œuvre, et donc numéro 3, Le Prestige. Bon alors déjà, il y a David Bowie, donc quelque part ça peut pas être un mauvais film. Et puis Le Prestige, c'est peut-être le film de Christopher Nolan que j'ai vu le plus de fois parce que je suis toujours fasciné de revisiter, de revoir toute cette trame narrative, toute cette manipulation scénaristique qui construit le film comme un énorme tour de magie. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est cette mise en abîme, puisque finalement, le film nous raconte l'histoire de 2 magiciens qui passent leur vie à tromper les spectateurs, et le film en lui-même, eh bien, lui aussi, passe son temps, du début à la fin, à nous manipuler pour mieux nous tromper, comme dans un tour de magie. Et puis moi, ce que j'adore dans Le Prestige, c'est vraiment toute la thématique du dévouement d'un artiste, le sens du sacrifice, à travers cette histoire de rivalité destructrice entre 2 magiciens. En tant qu'artiste, jusqu'où est-on prêt à aller pour atteindre la perfection? En tout cas, Nolan, lui, a prouvé qu'il était capable d'aller très loin et d'être un véritable magicien. Et c'est pour ça que Le Prestige s'imposera toujours pour moi comme du grand art. Numéro 2, Inception. Alors là, c'est simple, c'est le film qui m'a fait oublier où j'avais garé ma voiture quand je suis sorti de la salle, tellement mon esprit était encore noyé dans tout ce dédale de rêves emboîtés. Alors, je connais toutes les critiques sur Inception, voilà, c'est d'une complexité inutile, tous les personnages ne font que surexpliquer les choses, ne font qu'expliquer les règles tout au long du film, les scènes d'action sont mal shootées, etc. Bon, moi, personnellement, j'ai pas du tout été dérangé par ces éléments, au contraire, moi, j'ai adoré me perdre dans toute cette complexité temporelle entre chaque niveau, hein, j'ai trouvé, au contraire, que c'était très excitant, très stimulant intellectuellement. Alors, on pourrait dire que les scènes d'action sont filmées platement ou qu'elles manquent de viscéralité dans le rythme des plans. Mais, bon, et encore ça se discute, mais je pense que ça serait passé à côté des intentions du réalisateur. On sent que ce qui intéresse Nolan, c'est pas l'action pure, mais c'est de montrer l'action de façon réaliste dans un contexte surréaliste. Comme la scène du couloir de l'hôtel avec la gravité zéro. C'est vraiment l'originalité du contexte qui donne toute la puissance à ces scènes d'action. Voilà, c'est tous ces éléments-là que le réalisateur va super bien exploiter pour créer des obstacles, voilà, comme la dilatation du temps qui varie selon les différents niveaux de rêve, pour rendre les péripéties encore plus pernicieuses à tous ces personnages. C'est surtout ça qui est fascinant dans Inception, c'est de voir comment le réalisateur va rendre encore plus pervers toutes les règles du jeu qu'il a établies pour sans cesse relancer les enjeux tout le long du film. Alors on peut reprocher tout ce qu'on veut à Nolan, trop explicatif, faussement complexe, etc. En attendant, c'est un réalisateur qui a jamais voulu resservir toujours la même soupe, qui a toujours voulu innover, toujours voulu proposer du divertissement de qualité,
ambitieux, unique, riche, sophistiqué. Et avec Inception, eh ben, on est plus que servi. On a plusieurs niveaux de lecture. C'est à la fois un film de braquage, mais à l'intérieur d'un esprit humain. C'est aussi un film sur le deuil. C'est une intrigue psychanalytique. C'est aussi une allégorie sur la fabrication d'un film. Bref, Inception, c'est un chef-d'œuvre. Numéro 1, le chef-d'œuvre absolu de Christopher Nolan, vous avez évidemment deviné, il s'agit de The Dark Knight, sorti en 2008. Voilà, le chef-d'œuvre absolu qui a bouleversé l'industrie cinématographique, qui a bouleversé le genre super-héroïque. Voilà, il y a clairement eu un avant et un après The Dark Knight, c'est devenu la référence absolue, c'est devenu un classique. Voilà, on n'avait jamais vu un comic book movie mis en scène de façon aussi sérieuse, avec une vision aussi sombre. Ici, Nolan, il pousse encore plus loin le réalisme installé dans le précédent opus, dans Batman Begins, pour transcender le genre de super-héros et l'amener vers un genre de polar urbain à la Hit. Même ceux qui sont pas fans de super-héros peuvent y trouver leur compte. Cette approche du réalisme à tout prix, c'est peut-être au détriment d'une certaine fantaisie qu'on pouvait voir dans les précédents Batman, mais au moins Nolan, lui, ne choisit pas la facilité et ne se vautre pas dans la bouillie numérique des CGI. Tout fait vrai, on arrive à se projeter dans ce Gotham réaliste, sans oublier évidemment le scénario qui est d'une richesse absolue, entre retournements de situation imprévisibles, les péripéties, la complexité psychologique des personnages, la parabole avec une Amérique ultra sécuritaire et traumatisée après le 11 septembre. Tous ces éléments s'imbriquent harmonieusement pour nous offrir une réflexion politique pertinente sur une société terrorisée, une réflexion sur la vérité, et tout ça au milieu d'un spectacle épique et dantesque. Et je ne parle même pas de la performance hallucinante de Heath Ledger, qui disparaît totalement derrière les traits de ce Joker anarchiste imprévisible, et qui aura fait de son personnage l'antagoniste le plus captivant que l'on ait vu dans un Batman. Donc, The Dark Knight, chef-d'œuvre absolu. Voilà, c'était mon top 10, mon classement des films de Christopher Nolan. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont pour vous les meilleurs films du réalisateur. N'hésitez pas à me partager votre classement des 10 films de Christopher Nolan. On en débat, on en discute. Et voilà, et si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager sur tout l'internet, à liker, à disliker, à faire ce que vous voulez. Vous êtes libre, on est libre. Et puis voilà, moi j'espère revenir très bientôt pour vous parler de son prochain film, Tenet, qui normalement doit sortir mi-août. Voilà, j'espère qu'il ne sera pas trop repoussé. Voilà, j'espère qu'il sortira très vite parce que ça a l'air d'être du lourd. Voilà, encore une fois. Donc, eh bien, écoutez, voilà, moi j'ai envie de vous dire, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, faites ce qu'il vous plaît et continuez à fréquenter les salles obscures. Ciao.